Bonsoir les élèves, donc je vais effectuer la dernière partie de la leçon concernant les oscillateurs mécaniques et cette fois-ci je vais parler de l'amortissement des oscillations libres dans un premier temps et je vais terminer la leçon par les oscillations forcées et la résonance. Bon, je vais commencer par l'amortissement des oscillations libres. Ok? Donc, amortissement des oscillations libres. Des oscillations libres. Parce que au début de la leçon, donc on a négligé les frottements et on a résolu les équations différentielles des différents oscillateurs et on a trouvé que les équations horaires sont des fonctions sinusoïdales périodiques. Alors maintenant, on va considérer que les frottements existent. Alors puisque les frottements existent, ça veut dire que l'amplitude des oscillations va diminuer au cours du temps, jusqu'à ce que l'oscillateur s'immobilise. Et le mode, ou bien le régime de l'amortissement dépend de l'intensité des forces de frottement. Alors tout d'abord, on distingue deux frottements, les frottements solides et les frottements fluides. Alors pour les frottements solides, alors tout d'abord, on dit que les oscillations libres, sont amorties lorsque l'oscillateur est en contact avec un solide ou un fluide. Et comment on sache que les oscillations sont amorties? S'il y a diminution de l'amplitude. Donc les oscillations libres sont amorties lorsque l'oscillateur est en contact avec un solide ou un fluide. Et par la suite, l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. Au cours du temps. Bon, c'est important, l'amplitude des oscillations diminue. Bon, tout d'abord, on va voir comment diminuer l'amplitude si l'oscillateur est en contact avec un solide et puis si l'oscillateur est en contact avec un fluide. Bon, je vais commencer par amortissement solide. Ou bien frottement solide. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'oscillateur est en contact avec un solide. Donc si par exemple ou bien si on est dans le cas où les frottements sont moins intenses, alors dans ce cas, on va voir que le régime des oscillations est pseudo-périodique. Et dans ce cas précis, l'amplitude diminue linéairement en fonction du temps.
Ça veut dire quoi? Il diminue linéairement en fonction du temps. Donc, si je vais représenter les variations de l'équation horaire, que soit l'élongation du ressort ou bien l'angle θ qui repère la position d'un oscillateur qui est en rotation autour d'un axe fixe, en fonction du temps. Alors, l'amplitude diminue linéairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le support de l'élongation est un support linéaire. Ça veut dire quoi linéaire? Donc si je veux tracer l'équation horaire, donc je dois tout d'abord tracer deux droites qui sont, le premier droite se trouve au-dessus de l'axe des abscisses et qui a une pente négative. La deuxième droite se trouve en bas de l'axe des abscisses et qui a une pente positive et elle est symétrique par rapport à cette droite, par rapport à l'axe des abscisses. Okay? Donc, je dois mesurer cette distance, okay? Et voilà, je dois représenter notre droite, okay? qui a la même pente, mais elle est positive. Voilà. Et l'amplitude, ok? Donc l'amplitude varie entre ces deux droites. Donc à l'instant t égale à 0, si les conditions initiales nous disent que l'élongation ou bien l'angle initial est maximal, dans ce cas, la représentation de x ou bien de θ, donc j'ai dit que je vais représenter x et θ dans le cas où les frottements, donc leur intensité est faible. Et on aura cette représentation. Voilà. Et ainsi de suite. Ok. Jusqu'à ce que l'amplitude s'annule. Alors donc, ces deux droites, ce sont les supports linéaires de l'équation horaire. Donc, support linéaire. Et on dit que l'amplitude diminue linéairement en fonction du temps, linéairement au cours du temps, au cours du temps. Bon, deuxième cas, lorsqu'on est en présence des frottements fluides, ça veut dire que l'oscillateur est émergé dans un fluide, ok, que ce soit liquide ou bien gazeux. Donc, deuxième tiré, frottement fluide. Alors, ces frottements fluides auront lieu chaque fois que l'oscillateur est en contact avec un fluide, Bon, dans ce cas, le support de l'équation horaire, ça veut dire de la courbe qui représente l'équation horaire, n'est pas un support linéaire, mais un support exponentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amplitude des oscillations, ok, diminue exponentiellement au cours du temps. Donc si je veux représenter les variations de soit l'élongation ou bien
l'angle d'oscillation pour un oscillateur qui est en rotation autour d'un axe fixe. Donc je dois, après que je représente mon repère, ici l'axe des abscisses représente le temps et l'axe des orthonées représente soit x ou bien θ. Dans ce cas, le support est un support exponentiel. Donc ici, je dois tracer une courbe exponentielle qui est décroissante. Voilà. Et une courbe là qui est croissante et qui est symétrique par rapport à la première courbe, par rapport à l'axe des x. Donc ici, je dois mesurer cette distance, ok, donc à peu près comme ça, et je dois faire la même allure, sauf que cette courbe, elle est croissante. Voilà, à peu près comme ça. Et l'élongation, ok, varie entre ces deux courbes. Donc voilà, et voilà, ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'amplitude s'annule, ça veut dire que l'oscillateur s'immobilise. Alors ici, donc, on a un support exponentiel. Et l'amplitude des oscillations, l'amplitude diminue exponentiellement, au cours du temps. Bon, maintenant, on va voir les différents régimes d'amortissement. En fait, vous avez vu ça lorsque vous avez étudié les oscillations libres d'un circuit électrique. Et vous avez trouvé deux régimes selon la valeur de la résistance. Donc je vous rappelle que lorsque la résistance est élevée, alors dans ce cas, le régime est appelé régime apériodique. Et dans le cas où la résistance est petite, le régime obtenu est un régime pseudo-périodique. Alors pour les oscillations mécaniques, c'est les frottements qui jouent le rôle de la résistance. Et donc, le régime de l'amortissement dépend de l'intensité des forces ou bien des couples de frottement. Alors maintenant, je vais parler du régime de l'amortissement. On a deux régimes. Ok. Donc, régime de l'amortissement. Amortissement. Donc, ce régime dépend bien sûr de quoi? De l'intensité des frottements. Ok. Donc, en présence des frottements faibles, donc frottement faible, alors le régime obtenu est un régime pseudo-périodique. Ok, régime pseudo-périodique. Régime pseudo-périodique de pseudo-période donc T, okay, qui est à peu près égal à T0, qui est la période propre de l'oscillateur. T0 est période propre de l'oscillateur. Bon, alors ça dépend comment l'amplitude diminue, selon bien sûr
la nature des frottements, il s'agit des frottements solides ou bien des frottements fluides, mais le régime obtenu, c'est un régime pseudo-périodique dont l'amplitude diminue au cours du temps. Donc, si je veux représenter ce régime-là, donc voilà l'axe des abscisses, et l'axe des ordonnées, où je vais représenter soit x ou bien θ. Alors, supposons qu'à l'instant t égale à 0, l'amplitude x est maximale, ça veut dire égal à l'amplitude des oscillations. Donc ici, je dois graduer l'axe des abscisses en période. Donc voilà, ici, voilà, t sur 2, ainsi de suite. Donc, j'aurai cette figure-là. Bon, j'essaie d'avoir une courbe qui respecte cette graduation. Voilà. Voilà, par exemple. Voilà. Donc l'amplitude diminue au fur et à mesure que le temps augmente, jusqu'à ce qu'il s'annule. Et voilà. Donc, le temps mesuré ici, c'est la pseudo-période. Donc, qui est voisine de la période propre de l'oscillateur. Donc, ce régime-là est régime pseudo-périodique. Et ça dépend des frottements. S'ils sont assez faibles, donc l'oscillateur effectue un grand nombre d'oscillations avant de s'arrêter. Donc si les frottements sont relativement faibles, alors dans ce cas, l'oscillateur effectue un nombre limité d'oscillations, puis il s'annule. Bon, le deuxième régime, s'il s'agit des frottements forts. Ça veut dire des frottements qui ont une intensité grande. Alors dans ce cas, le régime observé n'est plus périodique, ou bien pseudo-périodique, c'est un régime apériodique. Alors donc, voilà, frottement. Intense, ou bien fort, intense. Donc, le régime observé, le régime obtenu est apériodique. Qu'on peut le classer en trois régimes. Ça dépend de l'intensité des frottements. Si les frottements sont tellement forts, dans ce cas, le régime est dit surcritique. Si les frottements sont intenses, pas assez intense, dans ce cas, le régime est sous-critique. Et dans le cas intermédiaire, le régime est critique. Et ces régimes sont déterminés par
par la façon de la diminution de l'élongation. Alors donc je vais commencer par frottement intense mais pas beaucoup. Je vais représenter les équations horaires, T, ici, donc X ou bien θ. Alors on est en présence des frottements. Ok. Donc les frottements sont moins intenses. Mais ils ne sont pas faibles. Ok, on est dans la gamme des frottements qui sont intenses. Alors dans ce cas, l'oscillateur, il effectue juste une oscillation puis s'immobilise. Alors si on veut représenter l'allure de la courbe qui représente x ou bien θ en fonction du temps, on aura cette courbe. Voilà. Et notre oscillateur s'arrête. Ok. Alors ce régime-là est appelé régime donc on est toujours en présence du régime apériodique, régime sous-critique. Sous-critique. Bon, deuxième cas, lorsque les frottements sont plus ou moins intenses, alors dans ce cas, on aura cette allure. Si j'étais x ou bien θ, et l'oscillateur n'effectue pas une oscillation complète, mais une demi-oscillation, puis il s'immobilise. Voilà. Ok? Donc c'est le régime, ici frottement. Donc, puisque je vais qualifier ces frottements, ok, ces frottements sont intenses. Voilà. Intenses. Ça veut dire ils sont intermédiaires entre frottements très intenses, ok, ou bien frottement et frottement moins intense. Alors dans ce cas, le régime est dit régime critique. C'est un régime intermédiaire, régime critique. Et le dernier cas, lorsque les frottements sont suffisamment intenses, suffisamment forts, de telle sorte que lorsqu'on écarte l'oscillateur de sa position d'équilibre, soit il revient à sa position d'équilibre, mais après un temps qui est très grand, ou bien il ne reviendra plus à sa position d'équilibre. Ok? Donc, je vais représenter. Alors, voilà, donc on a premier cas, deuxième cas, troisième cas, frottement. Très intense, très fort. Ok, donc en représentant x en fonction du temps, ou bien θ, donc l'oscillateur, soit il revient à sa position d'équilibre, mais après un temps suffisamment long, ou bien il pourra ne pas revenir du tout à sa position d'équilibre. Donc on aura cette allure-là. Ok, donc il peut s'arrêter à un moment donné sans qu'il revienne à sa position d'équilibre, ou bien il peut revenir à sa position d'équilibre. Alors dans ce cas, le régime est qualifié de, donc ici, régime surcritique, surcritique.
Ça veut dire que l'oscillateur donc prend un temps suffisamment grand pour revenir à sa position d'équilibre, Et dans le cas extrême, ou bien le cas limite, il ne pourra plus revenir à sa position d'équilibre. Donc voilà pour l'amortissement des oscillations libres. Alors maintenant, je vais parler des oscillations forcées et le phénomène qu'on appelle résonance. Donc, tout d'abord, pourquoi on a recours aux oscillations forcées? C'est pour maintenir les oscillations. Okay. Ça veut dire que pour garder l'amplitude des oscillations constante au cours du temps. Ça veut dire c'est pour compenser les frottements. Ou plus exactement, alors les frottements existent toujours. Okay. Nous, en études théoriques, on néglige le frottement, mais au cours de l'intervalle de temps où on étudie l'oscillateur, ou bien le mouvement de l'oscillateur, ça veut dire qu'au cours de l'intervalle de temps, au cours de cet intervalle de temps, on néglige la diminution de l'amplitude et on la considère comme elle reste constante. Mais en réalité, l'amplitude diminue parce qu'on ne peut pas surpasser les frottements. Et comme solution pour garder l'amplitude constante, donc on utilise un instrument ou bien un moteur pour que cet outil compense l'énergie mécanique ou bien l'énergie cinétique que perd l'oscillateur au cours de ces oscillations. Ça veut dire que, à cause des frottements, lorsque l'oscillateur est en mouvement, les forces de frottement ou bien les couples de frottement travaillent et ils convertissent une partie de l'énergie mécanique et exactement l'énergie cinétique de l'oscillateur en énergie thermique. Et cette diminution de l'énergie cinétique a une conséquence sur les oscillations parce que cette diminution qui laisse l'amplitude diminue au cours du temps. Alors, donc on doit à chaque fois fournir à l'oscillateur de l'énergie qu'elle perd pour que l'amplitude reste constante et on dit qu'on entretient les oscillations. Et ces oscillations entretenues, on les appelle oscillations forcées. Bon, oscillations forcées. Et on va parler de la résonance. Bon, la résonance, pour les élèves option sciences mathématiques, ils ont déjà étudié ce phénomène lorsqu'ils ont abordé la leçon des oscillations forcées d'un circuit RLC. Et la présence d'une résistance dans un circuit RLC série transforme l'énergie électrique en énergie thermique. Et ça cause la diminution de l'amplitude des oscillations électriques, ça veut dire la diminution de la tension et de l'amplitude de l'intensité du courant électrique.
et on voit que ces oscillations deviennent nulles après un intervalle de temps. Okay? Et donc, pour entretenir les oscillations électriques, donc on utilise un générateur. Donc, quel est le rôle de ce générateur? C'est qu'il compense l'énergie électrique perdue à cause de l'effet Joule causé par la résistance pour que les oscillations soient entretenues. Et on a, à la résonance, okay, ça veut dire quoi la résonance? C'est lorsque la fréquence du générateur, okay, égale à la fréquence propre du circuit électrique. Bon, c'est la même chose en mécanique. Okay. Donc, moi, je vais donner à la fin un exemple très simple pour assimiler bien le concept de résonance. Mais avant de vous donner cet exemple, donc, je vais parler des oscillations forcées. Alors, donc, on dit qu'un oscillateur mécanique est le siège des oscillations forcées lorsqu'un excitateur, donc cet excitateur, il peut être un moteur ou bien un ressort spiral ou bien un engin ou bien un outil qui sert à compenser l'énergie que perd l'oscillateur au cours du temps. Et cette compensation est instantanée, ça veut dire à chaque instant, le résonateur, pardon, l'excitateur doit compenser cette énergie. Okay. Donc, si on veut définir ces oscillations forcées, je peux dire qu'un oscillateur est le siège des oscillations forcées si un excitateur impose sa période, ou bien plus exactement son régime, impose son régime périodique ou bien si un excitateur lui impose, ça veut dire impose à l'oscillateur, lui impose son régime périodique de période T. Donc je vais noter TE, ça veut dire T de l'excitateur. Dans ce cas, l'oscillateur est appelé résonateur. L'oscillateur est appelé résonateur. Bon, oscillation forcée, ça veut dire que l'amplitude des oscillations reste constante. Alors la qualité du régime imposé par l'excitateur est liée à l'amplitude des oscillations. Et ou bien les oscillations forcées seront efficaces lorsque l'amplitude sera maximale. Et on observe que, expérimentons bien sûr, et on peut montrer ça théoriquement. D'ailleurs, en électricité, on a montré théoriquement que, à la résonance, la fréquence de l'excitateur est égale à la fréquence propre de l'oscillateur. Ok. Donc, résonance, c'est quoi résonance? À la résonance, ou bien résonance,
Donc à la résonance, l'amplitude de l'oscillateur est maximale. Il est obtenu, ça veut dire la résonance, elle est obtenue lorsque la fréquence ou bien la période de l'excitateur est à peu près égale à la période propre de l'oscillateur. Donc T0, période propre de l'oscillateur. Donc j'ai dit que la qualité de la résonance dépend des frottements que subit l'oscillateur ou bien le résonateur. Donc soit les frottements sont forts, dans ce cas l'amplitude maximale, ok, et elle n'est pas distinguée parmi les amplitudes qui l'entourent, ou bien dans le deuxième cas les frottements sont faibles et à ce moment-là on obtient une résonance de bonne qualité. Ça veut dire que l'amplitude maximale est distinguée parmi les amplitudes qui l'entourent. Et je parle de l'amplitude en fonction de la fréquence, bien sûr, de l'excitateur. Ok. Donc, on distingue deux cas de résonance. Alors, le premier cas, lorsque les frottements sont forts, alors la résonance obtenue est appelée résonance floue. Et vous allez comprendre que signifie le mot flou lorsque je vais représenter l'amplitude en fonction de la fréquence de l'excitateur. Le deuxième cas, donc les frottements sont faibles. Dans ce cas, la résonance est dite aiguë. Alors pour comprendre ces deux termes, ou bien ces deux qualités de la résonance en fonction des frottements, alors je vais représenter l'allure de la courbe de l'amplitude que je vais noter par A, amplitude, donc soit θm ou bien xm, en fonction de la fréquence de l'excitateur. Et la fréquence de l'excitateur, donc, c'est Fe égale à 1 sur Te. Et T0 égale à 1, pardon, et F0, ça veut dire la fréquence propre de l'oscillateur mécanique, 1 sur T0. Alors, donc, je vais commencer par représenter les variations de l'amplitude en fonction des frottements sont faibles. Alors, pour le programme en mécanique,
donc cette partie est purement expérimentale. Donc vous n'êtes pas censé démontrer cette courbe théoriquement. Mais en électricité, on a montré cette courbe expérimentalement, et puis on a confirmé cette courbe par une étude théorique des oscillations électriques. Alors nous, en mécanique, on se contente uniquement de l'étude expérimentale. Donc expérimentalement, bon, donc lorsque je représente l'amplitude en fonction du temps, alors bien sûr que lorsque en fonction de la fréquence de l'excitateur, lorsque la fréquence de l'excitateur est nulle, l'amplitude est nulle. Donc lorsqu'il augmente, l'amplitude augmente jusqu'à atteindre une valeur maximale lorsque FE égale à F0. Donc en F0, on a l'amplitude est maximale. Okay. Donc ici, j'ai l'amplitude maximale. Alors pourquoi on a dit que cette résonance est aiguë? Parce que cette amplitude maximale, elle est distinguée, parmi les amplitudes qui l'entourent, ça veut dire les amplitudes que prend les oscillations mécaniques au voisinage de F0. Ça veut dire que la courbe qu'on va obtenir admet un sommet qui est aigu. Voilà, sommet aigu, donc si je peux représenter ce sommet-là, on peut le représenter ainsi, voilà. Et voilà. Donc le sommet est aigu. Ça veut dire que l'amplitude, maximale, elle est bien distinguée parmi les amplitudes qui l'entourent. Ça veut dire que prend l'oscillateur au voisinage de FE. Donc, ici, c'est résonance aiguë. Résonance aiguë. Bien sûr que les frottements sont faibles. Dans le cas où les frottements sont forts, alors la résonance est floue. Qu'est-ce que ça veut dire flou? Ça veut dire que le sommet de la courbe, en fait, n'est pas aigu, mais l'amplitude maximale, elle n'est pas distinguée par rapport aux autres amplitudes. Ça veut dire que la variation de l'amplitude n'est pas importante comme ici. Ça veut dire ici, lorsqu'on s'approche de F0, l'amplitude varie d'une façon importante, tandis que dans le deuxième cas, l'amplitude a des faibles variations, et on obtient un sommet qui n'est pas aigu. Donc si je veux représenter cette courbe, donc quelque chose comme ça, voilà. Donc ici la fréquence maximale. AM, donc prime. Donc, vous voyez qu'il ne se distingue pas bien parmi les autres fréquences, parmi les autres amplitudes. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre l'amplitude maximale, AM', et les amplitudes qui l'entourent. Donc ici, on a résonance floue. Et le phénomène de résonance, il est très important, donc on doit prendre en considération ce phénomène lors, par exemple, des constructions des ponts. Parce que lorsque les voitures circulent sur un pont, alors le pont vibre, et si la fréquence de vibration coïncide avec la fréquence propre du pont, donc le pont peut s'effondrer.
Donc on doit construire ce pont après des études, on doit choisir bien les matériaux de construction pour que la fréquence causée par la circulation sera très très loin de la fréquence propre du pont. Bon, voilà pour la résonance. Alors, comme j'avais dit au début, je vais vous donner un exemple très très simple pour bien assimiler ce concept de résonance. Ok? Donc, ce phénomène-là, vous pouvez, peut-être vous l'avez déjà vécu, et je vais montrer pourquoi je dis ça. Alors, donc, supposons, ok, ou bien vous l'avez déjà fait, vous avez emmené soit votre petite sœur bien, ou bien votre petit frère à un parc de jeux d'enfants, ok, et vous avez monté votre enfant donc sur un siège d'un balançoire et vous avez commencé à le balancer. Bon, alors le balançoire, je vais l'assimiler à un pendule simple. Alors à l'équilibre, donc elle est verticale, donc voilà la corde ou bien la chaîne, et l'enfant, je vais l'assimiler à un point matériel. Donc, dans un premier temps, vous écartez le balançoire de sa position d'équilibre et puis vous le lâchez, soit en lui fournissant une énergie cinétique ou bien vous le lâchez sans vitesse initiale et vous remarquez que le balançoire commence à osciller, ok? Voilà, va et vient. Et au fur et à mesure, vous remarquez ou bien vous constatez que l'amplitude diminue au cours du temps, ok? Du fait de quoi? Du fait des frottements de la corde avec le support et aussi à cause des frottements fluides, ok? Dus à l'air qui est en contact avec l'enfant. Alors donc, pour parler de la résonance, alors vous voulez entretenir ces oscillations. Ok? Ça veut dire que vous voulez que l'amplitude reste constante. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Donc après chaque oscillation, ok? Donc un mouvement de va et vient, vous communiquez au balançoire ou bien à ce pendule ou bien à l'enfant une énergie cinétique. Okay, donc cette énergie cinétique rend l'amplitude constante. Donc à chaque fois que l'enfant arrive chez vous, ou bien à la position où vous vous trouvez, ok? Donc vous communiquez à l'enfant une petite poussée en lui donnant une énergie cinétique. Alors donc la résonance, c'est quoi? Alors, donc, le balançoire, dans ce cas, elle est en résonance. Pourquoi? Parce que vous imposez au balançoire votre fréquence, ou bien votre période. Ça veut dire la période de communiquer l'énergie cinétique. Okay. Donc, chaque fois qu'elle arrive, vous communiquez une énergie cinétique. Okay. Donc, alors, quand le balançoire sera en résonance, pardon, la résonance, elle est obtenue dans un seul cas. Ce n'est pas toujours. Alors, quand est-ce qu'on obtient la résonance dans ce cas? C'est lorsque vous communiquez à l'enfant l'énergie cinétique, ok? Lorsqu'il gagne ou bien rejoint la position où vous trouvez, lorsque sa vitesse s'annule. Ok. Donc, chaque fois qu'il revient
ok, le balançoire chez vous, ça veut dire il gagne la position ou bien il rejoint la position où vous vous trouvez, vous lui communiquez l'énergie cinétique. Ok, donc chaque fois que V égale à 0, ok, donc à ce moment-là, vous communiquez une énergie cinétique EC. Donc, la période des oscillations, c'est l'intervalle de temps qui sépare deux poussées consécutives que vous effectuez pour entretenir les oscillations. Alors, dans ce cas, on est en résonance. En résonance. Et bien sûr, c'est une résonance aiguë. Pourquoi? Parce que ces frottements sont faibles. Parce que si vous laissez l'enfant se balance à lui seul, alors son régime sera un régime pseudo-périodique, ok? Et pour que les oscillations s'annulent, il lui faut beaucoup de temps. Okay. Dans ce cas, donc, on est en présence de la résonance aiguë. Et l'oscillateur, donc, alors pourquoi j'ai dit qu'on est en présence de résonance? Parce que votre fréquence, ça veut dire la fréquence de communiquer l'énergie cinétique, égale à la fréquence propre de l'oscillateur. Pourquoi? Parce que vous laissez le balançoire effectuer un tour complet, ça veut dire une oscillation complète, ça veut dire un aller et un retour. Et lorsqu'il revient chez vous, dès que sa vitesse s'annule, vous lui communiquez une énergie cinétique. Donc cette énergie cinétique compense l'énergie cinétique qu'elle a perdue à cause des frottements. Donc ici, on est en résonance parce que votre fréquence, donc vous êtes l'excitateur. Même si cette énergie que vous fournissez, c'est une énergie discrète, ça veut dire qu'elle n'est pas continue dans le temps. Mais quand même, cette énergie compense l'énergie perdue par l'oscillateur. Donc TE égale à T0. Alors, donc vous remarquez que l'amplitude maximale, ok, dans ce cas c'est θm, ok, donc je vais la noter T1, Tm1, elle est maximale. Mais si vous communiquez l'énergie cinétique avant que l'oscillation s'achève, ça veut dire que, ou bien après que l'oscillation s'achève, ça veut dire la vitesse n'est pas nulle, ok, V est différent de 0, et vous communiquez EC. Alors dans ce cas, votre fréquence, ça veut dire à chaque fois que donc vous allez vous déplacer ici par exemple, ok, voilà, ici, et dès que le balançoire ou bien l'enfant arrive à côté de vous, vous lui communiquez une énergie cinétique sans que sa vitesse sera nulle. Dans ce cas, TE est différent de T0. Et à ce moment-là, on est loin de la résonance, loin de résonance. Et vous allez remarquer que l'amplitude des oscillations, elle est inférieure à θm1. Donc, ici, vous établissez la résonance parce que la fréquence de la poussée, ça veut dire la fréquence de la fourniture de l'énergie cinétique, égale à la fréquence propre. Ça veut dire chaque fois que l'oscillateur effectue une oscillation, et lorsque sa vitesse s'annule pour qu'elle change de direction, vous communiquez l'énergie cinétique. Alors à ce moment-là, vous réalisez la résonance et l'oscillateur, ok, ça veut dire le balançoire, effectue des oscillations avec
sa période propre, et cette période propre, c'est coïncide ou bien égale à la période, à votre période, ça veut dire à la période de communication de l'énergie cinétique. La deuxième cas, ou bien, pardon, le deuxième cas, donc vous ne laissez pas le balançoire annuler sa vitesse, okay, et vous lui communiquez l'énergie cinétique. Ça veut dire que la période, ou bien la période de communication de l'énergie cinétique est différente de la période propre de l'oscillateur. Et dans ce cas, on est loin de la résonance, et vous allez remarquer que Tm2 est inférieur à θm1. Donc peut-être parmi vous, il y a déjà des élèves qui ont remarqué ça. Et pour les élèves qui n'ont pas encore remarqué ça, ils doivent se déplacer vite ou bien aller vite à un parc d'enfants et essayer cette expérience. Donc c'est étonnant, et vous allez découvrir vous-même ce phénomène de résonance. Alors merci pour votre attention, et à la prochaine vidéo. Prochainement, je vais traiter avec vous quelques exercices concernant cette leçon. Et à plus tard.